Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Pendant 10 ans, vous avez accompagné Johnny de tout votre souffle et presque jusqu'à son dernier souffle. Vous avez choisi de rendre modestement hommage à Johnny avec votre petite harmonica, un hommage à celui qui restera le plus grand. Bonjour Greg Zlapp. Bonjour. Et c'est vrai que je vous ai reçu déjà 2 fois dans les clés d'une vie, mais là vous revenez avec un album hommage à Johnny Hallyday. On va expliquer pourquoi tout à l'heure. Et c'est vrai que Johnny, vous l'avez fréquenté pendant 10 ans, je crois, 282 concerts. Exactement. C'est une tranche de vie. C'est une tranche de vie. Et vous avez choisi de lui rendre hommage, on va expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de raconter un parcours, le vôtre avec Johnny, à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 14 juillet 2009, une date que vous n'avez pas oubliée. Le concert de Johnny à la Tour Eiffel pour le 14 juillet 2009 pour ses 40 ans de carrière. Et dans tout Paris, on entendait ce concert. Je ne sais pas si vous le savez, Greg Zlapp. Ah bah, je m'en souviens très bien. C'était incroyable parce que j'ai toujours cette image en tête. Je sors sur scène sur Gabriel. Donc, comme d'habitude, Johnny me pousse au devant de la scène. Mais là, devant moi, j'avais une marée humaine. 500 000 spectateurs. Il y avait, je ne sais pas combien de spectateurs et puis les téléspectateurs. Et je me souviens de cette émotion. Je jouais de l'harmonica. Et en fait, les réactions des gens m'arrivaient par des vagues. Donc, j'étais sonné. Je sors de scène et là, je me suis senti soulevé comme par une force. Et en fait, j'étais dans les bras de Mickey Rourke, l'acteur américain, qui m'a soulevé. Il m'a dit, mais j'ai jamais entendu l'harmonica comme ça. Il faut que tu viennes aux États-Unis. Je crois que c'est un de vos premiers concerts avec Johnny, sinon le premier. C'est l'un des premiers parce que c'était le début de la tournée, Tour 66, qui devait être la dernière tournée de Johnny d'ailleurs. Oui, d'ailleurs il avait annoncé plusieurs fois qu'il ferait ses adieux et il ne pouvait pas se passer de la scène finalement. Ah non, c'est impossible. Et quand on pense qu'il a démarré 40 ans plus tôt, donc en 59, sur une petite scène de Pigalle, pour une émission de télévision, un concours qui s'appelait Paris Cocktail, on voit le chemin qu'il a parcouru depuis. Alors, je crois que votre histoire avec Johnny, ça a démarré, Greg Zlapp, grâce à Yvan Cassar, son chef d'orchestre. Et oui, c'est complètement... C'est une histoire incroyable, parce que moi, je connaissais pas vraiment Johnny. Donc moi j'avais mon groupe, j'enregistrais mes disques, voilà. Je pensais pas accompagner des stars et notamment Johnny. C'était pas du tout dans mes sphères. Et effectivement, Yvan Cassar m'a appelé parce qu'il préparait un album blues pour Johnny. Et qui dit blues dit harmonica. Et donc j'ai enregistré, non pas pour l'album, mais pour les maquettes de l'album qu'il devait présenter à Johnny. Et il se trouve que Johnny a écouté les maquettes et il a dit, mais qui c'est qui joue de l'harmonica? Yvan lui a dit, bah, c'est un Polonais, il s'appelle Greg, il habite à Paris. Et Johnny lui a dit, c'est lui que je veux. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur l'album de Johnny. Et je crois qu'Yvan Cassar vous a dit, Greg Zlapp, que Johnny avait été fan de vous. Oui, c'est ça. En fait, Johnny aimait beaucoup s'entourer des musiciens américains. Et il y avait cette fascination pour les États-Unis. Et donc, il avait prévu déjà des harmonicistes américains, des stars d'harmonica. Donc, il s'attendait pas à trouver un harmoniciste polonais à côté en France. Alors, il se trouve qu'il connaissait bien l'harmonica, et pas seulement parce qu'en face de lui, il avait eu en 66 Antoine avec ses élucubrations, qui voulait l'envoyer en cage à Medrano. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Ah oui. Et il se trouve que bon, ça a été un coup médiatique extraordinaire entre les deux, une fausse fâcherie, puisqu'un soir, Antoine arrive dans une discothèque, on lui dit, il y a Johnny qui veut te voir. Donc il panique un petit peu. Il arrive devant Johnny qui a l'œil noir, et Johnny dégrafe son blouson et dit, tu vois, moi aussi je porte des chemises à fleurs comme toi. Et ça s'est arrangé comme ça, car Johnny avait beaucoup d'humour. Mais surtout, il avait le sens de la musique et le sens de trouver la bonne musique. Quand il vous a écouté, c'est qu'il avait presque une oreille parfaite. En fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai rencontré Johnny pour la première fois. Il m'a surpris parce qu'il m'a posé une question comme ça. Il me dit, dis-moi Greg, est-ce que tu joues sur les marine bands? Alors, marine band, j'en ai un comme ça, c'est un petit harmonica comme ça.
c'est marqué ici, le marimbond, c'est un modèle d'harmonica et c'est le modèle mythique qui a fait l'histoire du blues. Donc, inutile de dire qu'il n'y a que les harmonicistes qui savent ça. Et lui, quand il m'a posé cette question, j'ai compris qu'on partageait la même passion pour cette musique-là. Parce qu'il faut être connaisseur, il faut savoir que c'est un modèle particulier, que c'est ce petit harmonica qui est capable de faire des sons incroyables justement dans le blues. C'était où votre première rencontre avec Johnny? Eh ben, c'était un piège en fait, parce que après m'être retrouvé sur l'album de Johnny, où j'ai pas rencontré Johnny finalement, c'est mon harmonica qui s'est retrouvé sur l'album. Et ben c'est encore Yvon Cassard qui m'a appelé pour une publicité pour une marque de lunettes célèbre, où je devais enregistrer la musique que j'aime. Et je suis venu en studio et là je suis tombé sur Johnny. Il m'attendait et je pense qu'il a prémédité en fait cette rencontre pour me rencontrer. Quel moment d'émotion? Ah, ce qui est incroyable, c'est que vous savez, avant de le rencontrer, je n'avais que l'image médiatique de Johnny. Tout ce qu'on entendait parler de lui dans les médias, voilà, de les émissions de télé, les blagues sur Johnny, tout ça, quoi. C'était une image très forte. Et quand je l'ai rencontré, j'ai rencontré l'homme. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a serré la main. Il était très humain. Et c'était vraiment le début, c'était ça, cette rencontre-là, humaine, qui était le début de toute cette aventure. Et je pense que vous ne l'avez pas imaginé, enfant à Varsovie, lorsque votre grand-père, je crois, vous a offert, Greg Slap, un harmonica qui venait des États-Unis. Ah non, j'imaginais pas du tout devenir musicien, encore moins avec l'harmonica. Et c'est vrai que on imagine tous l'harmonica, voilà, c'est le petit instrument que justement que nos grands-pères, nos grands-mères nous ont offert quelque part. Il y en a un toujours qui traîne dans un tiroir. Et moi, donc j'ai reçu ça comme cadeau. J'ai soufflé comme ça et je l'ai laissé tomber en fait. Et c'est après quand j'ai entendu le premier blues que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de magique dans le son de l'harmonica. Parce que j'ai entendu ça. Quand j'ai entendu ce son-là, je me suis dit mais c'est pas possible, il faut que j'y arrive. Et il y a tellement d'émotions dans ce son, c'est tellement mystérieux que je me suis promis d'y arriver. Mais à l'époque, en plus, vous êtes à Varsovie, où trouver des morceaux de musique n'est pas évident. Il faut presque des cassettes pirates, Greg Slap. Alors, il y avait des cassettes pirates, il y avait le marché noir. C'est vrai que j'avais une enfance très heureuse, mais derrière le rideau de fer, encore à l'époque, il y avait encore le mur de Berlin. Et donc, en fait, on était un peu coupé du reste du monde. Et je me souviens que j'avais les yeux rivés en fait sur l'Amérique. Quand j'ai découvert l'harmonica, j'ai découvert le blues. Ça venait des États-Unis. Je regardais des films qui venaient de là-bas. Et je rêvais de cette liberté-là. Et donc je m'évadais un petit peu grâce à l'harmonica. Mais ce n'est qu'en arrivant en France, en fait, que j'ai trouvé cette liberté. Oui, mais en France, vous arrivez en faisant des études avant-gardistes, puisque vous allez à Jussieu faire des études d'informatique, ce qui n'était pas si courant à l'époque, Greg Slap. C'était une erreur. En fait, j'ai confondu en fait ma passion pour le graphisme, pour l'image. J'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup, voilà, j'étais fasciné par le graphisme sur l'ordinateur et j'ai confondu ça avec le métier d'informaticien. Ce n'était pas du tout ma destinée mais quelque part si en fait, parce que c'est à la fac que j'ai rencontré mon premier groupe de musique. Et où j'ai commencé vraiment à entrer dans ce métier.
Et à l'époque, il y avait beaucoup de groupes de musique et surtout encore quelques lieux où on faisait de la musique, du jazz. Aujourd'hui, il n'y a plus que les Trois Maillets, tout le reste a fermé pratiquement. Et là aussi, ça vous a permis de vous perfectionner et d'entrer dans ce milieu. Mais oui, quand je suis arrivé en France, en fait, une des premières choses qui m'ont frappé, c'est qu'il y avait des magasins de musique avec des harmonicas. Donc je regardais ça, c'était incroyable. Moi, j'en avais un, mais il y en avait en vitrine, il y en avait plein, donc j'étais vraiment fasciné. Et puis, il y avait des clubs de musique. Donc, on pouvait vivre la musique de tout près. Les musiciens étaient tout près. Il y avait des groupes de blues qui jouaient, il y avait des jam sessions. Et notamment, il y avait un club de blues qui s'appelle Utopia, qui existe toujours d'ailleurs, qui est inchangé depuis des années, où j'ai rencontré Jean-Jacques Milteau, le grand harmoniciste français, qui est devenu mon parrain d'harmonica et qui m'a montré en fait qu'avec cet instrument un peu ridicule, petit, où on n'imagine pas en faire sa vie, eh ben on pouvait faire quelque chose. Et vous l'avez démontré, et on va continuer à parler à travers une autre date qui ne vous correspond pas, mais qui est importante dans la vie de Johnny, le 20 octobre 1962. A tout de suite sur Sud Radio avec Greg Zlapp. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Greg Zlapp. On vous retrouve aujourd'hui avec votre harmonica ou vos harmonicas, on est toujours une quarantaine avec vous, pour cet album Hommage à Johnny Hallyday, qui est sorti, qui est un hommage qu'on évoque petit à petit à travers les chansons de Johnny, reprises avec vous à l'harmonica, et après 282 concerts avec Johnny. Alors je parle du 20 octobre 62, parce que c'est ce jour-là que sort cette chanson. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envient, mais ils ne savent pas dans la vie. Et cette chanson, dès que vous commencez à la jouer à l'harmonica, le public la reprend en chœur, Greg Zlapp. Ah oui, il y a quelque chose de fascinant dans l'harmonica. Alors c'est peut-être parce que c'est le seul instrument qui se joue en respirant. Mais il y a une proximité avec la voix. Il y a je ne sais pas, ça transmet les émotions de la voix humaine. Effectivement, une émotion. Alors, il se trouve que c'est Johnny. Johnny, à l'époque, n'était pas le taulier, mais idole des jeunes. Mais le terme idole des jeunes n'a pas été inventé par Johnny, mais par Ralph Burnett, qui avait vu aux États-Unis une chanson de Ricky Nelson, Teenage Idol, où on parlait justement de l'idole des jeunes. Et c'est comme ça que le terme est rentré dans le quotidien de toutes les têtes d'affiche du hit parade. Et cette chanson a marqué une génération. Et il y a un Scopitone où on voit Johnny, guitare à la main, solitaire sous la pluie, car l'idole des jeunes est solitaire. Eh oui, et c'est d'ailleurs incroyable que Johnny nous a fait découvrir en France tout un répertoire de chansons qu'on considère aujourd'hui comme les chansons de Johnny, alors qu'elles ont une origine plus ancienne et parfois très très ancienne. Donc c'est vraiment une espèce de transmission qui se passe à travers lui. Et l'idole des jeunes, vous la connaissiez cette chanson avant de l'interpréter avec Johnny ? Je ne crois pas, mais l'image que j'ai en tête, c'est quand il a chanté, justement tout seul, avec sa guitare. C'était très très émouvant, parce qu'en fait, il n'était plus le petit jeune qui démarre. C'était un homme qui avait de l'expérience et de la vie, voilà. Et quand il se mettait comme ça en concert avec sa guitare, assis, et qui chantait cette chanson avec les yeux qui s'illuminaient, l'émotion était vraiment palpable. Et dans cet album, bien sûr, il y a votre version à l'harmonica. Et il se trouve aussi que sur cet album, vous enchaînez avec une autre chanson de Johnny, une chanson qui elle aussi date de ses débuts. Retiens la nuit.
jusqu'à la fin du monde. Et cette chanson, vous la connaissiez avant de l'interpréter à l'harmonica, Greg Zapp? Oui, celle-là, je l'avais entendue. Et c'est Charles Aznavour, je crois, qui lui a écrit cette chanson. Oui, en fait, et Charles Aznavour, effectivement, a écrit cette chanson pour montrer que malgré les yéyés, il n'allait pas disparaître comme d'autres. Il a fait La plus belle pour aller danser et Retient la nuit. Et surtout, il a bien connu Johnny, car quand Johnny débutait, il vivait dans une chambre de bonne à Pigalle, et Charles Aznavour l'a hébergé pendant plus de 2 ans dans sa maison près de Paris, à Montfort-l'Amaury. Et il a appris, il avait des chevaux, à Johnny à faire du cheval. Et c'est comme ça que Johnny a pu tourner ensuite D'où viens-tu, Johnny, en Camargue. Ah, c'est incroyable. Vous voyez, mais c'est ce qui me fascine en fait dans la musique, c'est cette notion de transmission. Vous voyez, il y a toujours il y a toujours un parrain, il y a toujours quelqu'un qui regarde avec bienveillance, qui aide, qui pousse. Et on a besoin de ça. Et cette chanson, l'adapter à l'harmonica, c'était simple, Greg Zapp? Ah oui, très simple. Je pourrais continuer comme ça. Ça, c'est la version en studio de Sud Radio, mais il y a aussi la version sur l'album. Cette chanson est dans un film Les Parisiennes où Johnny a tourné une séquence où il y a une jeune lycéenne qui rencontre un jeune guitariste pauvre qui est Johnny, et il chante cette chanson à cette lycéenne pauvre dans sa cuisine, et c'est Catherine Deneuve avec qui il va vivre une amitié très forte jusqu'à la fin de sa vie. C'est fou, hein. Et là aussi, ce sont des chansons qui ne traversaient pas les époques. À Varsovie, on ne connaissait pas Retiens la nuit. Je ne pense pas. Alors, les Johnny sur scène, et vous l'avez vécu, il y avait une lumière qui en faisait une idole. Vous l'avez ressenti lorsque vous étiez sur scène avec lui? Ah, mais bien sûr, c'était une des choses qui m'ont le plus frappé, c'était de le voir monter sur scène. C'est incroyable, la transformation qui s'opérait. Juste avant de monter sur scène, il était assis à côté de la scène, il se concentrait. Et lorsque le moment venait, il se redressait. Et jusqu'au bout, hein, ça, je vous dis ça, c'est jusqu'au dernier concert, hein, où il était déjà malade et que c'était difficile pour lui. Il se relevait, il devenait un géant, il montait sur scène et il partait pour un show de 2 heures. C'était hallucinant. Il n'était pas le même homme. C'était pas le même homme, c'était une force en fait qu'il recevait du public. Et c'est aussi sa manière de faire de la musique, sa manière de voir le spectacle et voir le rôle de la musique. C'était exactement ça. C'est-à-dire la musique est faite pour rassembler les gens et pour interagir, pour se mettre en communion avec le public. C'est ça qui donne cette force-là. C'était un homme modeste et je ne sais même pas, Greg Zapp, si Johnny se rendait compte de ce qu'il représentait. Oh, je pense que avec toutes ces années, il se rendait compte. Mais c'est vrai que c'est un homme, moi je dirais même presque timide. Il était très très respectueux, plutôt réservé dans sa vie en dehors de la scène et très bienveillant. C'est ça que j'ai connu de lui. Et qui se transformait en effet dès qu'il posait un pied sur les planches de la scène. Oui, parfois en retard d'ailleurs, lorsqu'il arrivait sur scène. Vous avez dû connaître ça? Je n'ai jamais connu ça, figurez-vous. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que effectivement, quand je discute avec des gens qui l'ont connu avant moi, parce qu'il y avait tellement d'époques, Johnny avait tout fait, tout vécu, on a parfois des visions de Johnny qui sont différentes. Mais le Johnny que j'ai connu moi n'était jamais en retard pour un concert. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est l'homme à Los Angeles, car vous l'avez suivi aux États-Unis, et à Los Angeles, le Johnny n'avait rien à voir avec le Johnny de la France, parce que d'abord, il était tranquille, anonyme, et il était presque plus heureux qu'en France. Ah, je me souviens justement à Los Angeles, on était à l'hôtel pendant les répétitions, et puis j'étais dans les halls, et puis on croise un groupe
américains de musique, donc on échange, et puis donc je leur demande, vous faites quoi, vous jouez où, tout ça, et puis ils me retournent la question, et toi, tu joues avec qui? Moi, je dis, je joue avec Johnny Hallyday, et ils me disent, mais c'est qui ça? Est-ce qu'on peut le voir sur YouTube? Je dis, allez-y, allez voir, vous allez être étonnés. Il n'était pas connu du tout là-bas. Et ça ne le gênait pas, bien au contraire. Je pense il avait cette envie certainement d'être plus connu aux États-Unis, parce qu'il y a fait toujours cette fascination de la part de lui pour les États-Unis, et je pense que surtout pour la musique, le rock, le blues qui venait de là-bas. Et je pense qu'on partageait ça aussi, moi en tant que Polonais qui regardait les États-Unis, il y a cette espèce de fascination. Donc je pense qu'il aurait bien aimé être une star reconnue aux États-Unis, mais il était suffisamment connu en dehors. Oui, et puis il était tranquille aux États-Unis, il pouvait faire ses courses dans les supermarchés et vous marchiez presque anonymement ensemble. Mais oui. C'est un avantage. Alors, il y a d'autres chansons que vous avez adaptées sur cet album. On va en parler à travers une autre date importante dans la carrière de Johnny, le 9 octobre 1976. À tout de suite sur Sud Radio avec Greg Zlap. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Greg Zlap, mon invité pour cet hommage à Johnny Hallyday. Cet album et un concert qu'on évoquera aussi, où vous avez repris à l'harmonica des classiques de Johnny. On les évoque petit à petit au fil de l'émission. Et le 9 octobre 1976, c'est un soir important, car au Palais des Sports, Johnny interprète cette chanson pour la première fois. Tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Alors, je ne sais pas si vous le savez, Greg Zlap, parce que vous n'étiez pas là à l'époque, mais ce soir-là, il y a une grande surprise. Car Johnny, pendant qu'il chante cette chanson, le public se lève, les mains se croisent, les poignets se croisent dans un geste symbolique. Et il ne s'attendait pas à ça. Spontanément, les gens ont créé ce geste qui est devenu vraiment le geste de Gabriel. Ah oui, je ne savais pas. Ça venait du public. Ça venait du public parce qu'au départ, cette chanson, elle est trouvée en Angleterre par Thomas Naughton, qui est un ancien soliste des Fantômes. Elle arrive en France, c'est The King is Dead. Il se trouve que Johnny l'écoute, il dit « Oh, non, ça m'intéresse pas ». Et puis il lui manque une chanson dans son album et il enregistre Gabriel parce qu'il n'a rien d'autre. Il ne croit pas du tout au succès et finalement c'est le public qui va faire de cette chanson un classique. Et c'est vrai que sur scène, Gabriel, c'était obligatoire. En fait, il a joué Gabriel dans tous ses concerts, dans toutes ses tournées, depuis cette date où Gabriel est sorti. Et moi, quand je me rappellerai toujours, moi j'étais, donc la première tournée, j'étais en studio de répétition. Et voilà, les morceaux passent. Et puis à un moment, Johnny dit, on va jouer Gabriel. Moi, je ne connaissais pas la chanson, donc je dis, c'est quoi Gabriel? Et mon copain au clavier, Johan, il me dit, mais t'inquiète pas, c'est un morceau en mi, c'est comme un blues en mi, t'inquiète pas. Et Johnny se retourne vers moi et me dit, est-ce que tu veux bien faire un solo d'harmonica là-dessus? Parce que d'habitude, il y a la guitare, mais là, on va changer. Vas-y. Et donc le morceau démarre, moi j'y vais à fond, je joue de l'harmonica, j'y mets toutes mes tripes. Les morceaux se terminent, Johnny vient me voir, il me dit dis-moi Greg, tu vas pas rester planté comme un piquet derrière ton micro quand on va faire le show. Et là, en fait j'ai compris que il me demandait plus que simplement jouer de l'harmonica. Il m'a demandé de faire le show. Alors que je ne savais pas ce que ça voulait dire encore. Et même sans savoir comment j'allais faire, je lui ai fait une promesse. Je lui ai dit, Johnny, je te promets, je vais faire le show. Quitte à me rouler par terre, je vais faire le show. Et c'est devenu un moment mais spectaculaire, ce moment d'harmonica sur Gabriel, où Johnny me laissait de plus en plus de place. Et c'est un symbole d'une révolution, mais une vraie révolution que Johnny a fait dans le monde de l'harmonica. Parce que cette place d'harmonica dans un énorme spectacle de rock,
dans les stades, ça n'existe pas, tout simplement. Ça n'a jamais existé. J'ai peut-être un exemple, c'est le groupe J. Gales Band avec Magic Dick, où c'est un groupe américain des années 70, où il y avait un morceau de bravoure à l'harmonica. Mais sinon, dans le rock, ça n'existe pas. Donc les gens ne s'attendaient pas du tout à voir cet instrument, ce petit instrument avec autant de puissance, comme un guitare errant en fait, mais à l'harmonica. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé avec Johnny. Oui, mais faire le show, ça voulait dire quoi petit à petit? Parce qu'il a fallu trouver ce show, Greg Zapp. Eh bien, en fait, avant le premier show, donc on avait fait une générale. On était tous habillés. Déjà, on était en tenue de scène. Et là, c'était l'épreuve. Donc, je me suis dit, voilà, là, il faut y aller. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je me suis dit, j'avais pas d'exemple. Je me suis dit, je vais tout faire. Je vais courir, je vais danser, je vais chanter, je vais aller sur le proscenium des vents, je vais me rouler par terre. Voilà. Donc, le concert commence. J'y vais, je cours, je joue de l'harmonica, je danse, je passe partout, voilà. Et il y a Jacques Rouvérolis qui était aux Lumières qui me dit vas-y Greg, je te suis partout, tu peux y aller. Je fais ça en me disant peut-être j'ai été ridicule, j'en sais rien, je ne sais pas. Et à la fin de la répétition, Johnny passe en revue tous les musiciens, donc il faisait des commentaires, et puis quand il arrive à moi, il me dit c'est bien Greg, ne change rien. C'est comme ça. Voilà, je savais que j'étais sur la bonne voie. Et cette version de Gabriel par Greg Zapp, eh bien elle figure sur l'album. On y est, voilà. Bravo. Non, vous déchaînez dans le Sud Radio, mais comme il est plus petit, vous pouvez pas courir dans tous les sens. C'est la seule différence. Et d'ailleurs, dans l'album, vous êtes accompagné par un maître du blues, qui a représenté la France dans un challenge où il y avait 150 groupes et il a fini deuxième. C'est Fred Chapelier. Ah oui, Fred Chapelier, c'est un des plus grands guitaristes de blues en France. C'est un ami. Et comme tous les invités d'ailleurs qu'il y a sur l'album, ce qui est important pour moi, pour cet album, c'est d'avoir partagé la scène et d'avoir ressenti l'émotion de la scène, une approche de la musique en commun avec les invités. Et c'est ce qui se passe avec Fred à chaque fois qu'on joue ensemble. On a cette espèce de compréhension sans mots entre sa guitare et l'harmonica. Et en plus, une histoire commune donc avec Johnny, puisqu'on a joué ensemble dans Les Vieilles Canailles. C'est Jacques Dutronc qui a emmené avec lui Fred Chapelier à la guitare, et Johnny m'a emmené avec lui à l'harmonica. Les Vieilles Canailles, c'était extraordinaire, mais le courage de Johnny dans Les Vieilles Canailles, c'est inimaginable. Oui, c'est... D'ailleurs, je me souviens très bien du début de la tournée des Vieilles Canailles, où je ne croyais pas aux rumeurs de la maladie de Johnny. Et en fait, quand on a commencé, on a dû signer un contrat de confiance en quelque sorte, où on ne devait rien dévoiler de ce qui se passait en coulisses. Et là, j'ai compris que c'était grave ce qui se passait, mais Johnny n'en a jamais parlé. Il s'est jamais plaint. Il a toujours regardé vers l'avant. Il m'a parlé de ses projets. Il m'a parlé de la scène. Il m'a parlé de son prochain album. Et donc jusqu'au bout, on était
à fond dans la musique. Et puis, donc, vous parlez de Dutronc, mais il y a aussi son fils Thomas Dutronc qui est dans cet album, avec Grave-moi le cœur. J'en ai tant vu avant toi, des filles dans mes nuits, toujours à l'affût fini, je te rends mes âmes. Love Me Tender, tiré d'un film d'Elvis Presley, qui est une ballade très ancienne, je crois. Elle remonte à la guerre de sécession. Alors, vous le savez, alors beaucoup de gens ne le savent pas. C'est génial. L'histoire de ce titre est fascinante, je la trouve géniale. Donc, hormis le fait que comme disait Thomas Dutronc en l'enregistrant, il dit c'est la plus belle chanson du monde. Ça vraiment, ça prend au trip. C'est une mélodie magnifique. Donc, nous sur l'album, on rend hommage à Johnny en reprenant les paroles de l'adaptation que Johnny a fait. Oui, pour son album symphonique. Voilà, qui n'a jamais été enregistré. Oui. Ça a été enregistré sur l'album symphonique. Oui. Mais Johnny a voulu rendre hommage à Elvis, oui, en reprenant cette chanson, donc Love Me Tender. Il se trouve que ce n'est pas du tout une chanson d'Elvis. Mais bien sûr. C'est Elvis lui-même qui a adapté une chanson qui date des années 1860 et qui s'appelait Oralie. Et cette chanson, c'était un succès, c'était un tube déjà. Les soldats de la guerre de la sécession la chantaient, voilà. Et il se trouve que cette mélodie, cette magnifique mélodie, elle a l'âge de l'harmonica. C'est extraordinaire. Parce qu'à la même époque, les premières harmonicas étaient conçues en Europe, donc en Allemagne. C'est Hohner, donc Monsieur Hohner qui commençait à les fabriquer. Et c'est la femme de Monsieur Hohner, donc, qui s'appelait Anna, qui lui suggère d'envoyer des harmonicas aux États-Unis à leurs cousins. Et donc c'est comme ça que l'harmonica, cet instrument européen, se retrouve aux États-Unis. Et là, il trouve un succès monumental aux États-Unis. Donc, s'il se trouve, cette mélodie a été jouée déjà à l'époque sur les premiers harmonicas. C'est extraordinaire. Voilà. Et sur cet album hommage, il y a une chanson de Johnny qu'on connaît un peu moins. Si quelqu'un frappe à ta porte à minuit, chanson de Jerry Lee Lewis, Ma chérie c'est moi. C'est vrai qu'on la connaît peu, cette chanson. On la connaît peu et c'est dommage. Alors moi j'ai une histoire incroyable avec cette chanson. On parlait tout à l'heure de Gabriel. Et à un moment, Johnny m'a dit, bon, on a beaucoup joué Gabriel. Pour la prochaine tournée, on va plus la jouer. Mais ne t'inquiète pas, je vais trouver un autre morceau pour ton solo d'harmonica. Voilà. Donc, c'était assez choquant parce que je me suis dit, bon, il va pas jouer Gabriel, c'est incroyable. Et là, un jour, mon téléphone sonne. Salut, c'est Johnny. Est-ce que tu connais Ma chérie, c'est moi? Donc je dis, bah, non, je connais pas. Il me dit, bah, c'est un vieux morceau que j'ai chanté sur mon album Rock à Memphis. Et là, il se met à chanter. Donc je l'ai découvert comme ça. Il me l'a chanté au téléphone. Ça résonnait de partout. Il me la chante au téléphone. Il me dit, je crois que ça serait une bonne chanson pour ton solo. Et on a raccroché. J'ai tout de suite cherché la chanson. Donc j'ai découvert cette version qu'on vient d'entendre. Et je me suis mis à travailler sur un solo d'harmonica, à regarder. Et en fait, cette chanson est géniale parce qu'elle est très joyeuse, il y a un rythme génial. Et il y a une petite astuce que personne ne remarque, c'est qu'il y a des temps qui manquent dans le couplet. Ce qui fait que le public ne le remarque pas, mais pour les musiciens, c'est un challenge parce qu'on a une espèce d'astuce musicale qui surprend. Et cette chanson, vous l'avez enregistrée à votre façon avec Marca.
Marca, le père d'Angèle et de Roméo Elvis, qui est un chanteur belge, il joue vraiment le jeu dans cette chanson. Ah oui, et puis je lui ai tendu un piège aussi parce que, en fait, avec les invités de cet album, en fait, j'avais, je voulais pas leur dire ce qu'ils allaient chanter. Parce que pour moi, le réflexe, on les connaît, on connaît les chansons de Johnny, on a sa voix en tête. C'est suffisamment impressionnant déjà pour tout le monde, mais en plus, je ne voulais pas qu'ils s'inspirent des versions de Johnny. Je voulais qu'il y ait une création, qu'il y ait une fraîcheur. Et donc, quand j'ai appelé Marca, je lui ai dit, j'ai pensé à toi pour l'album en hommage à Johnny. Il était très heureux. Je lui ai dit, je ne te dirai pas ce que tu vas chanter. Et donc, je lui ai dévoilé au dernier moment. Il a découvert presque en studio ce qu'il allait chanter. Et il s'est passé quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire, moi, quand j'écoute Marca, bizarrement, je retrouve cette fougue de Johnny quand il était jeune. Exactement, dans la voix. c'est ça. Il y a une puissance, il y a une ferveur. Et Marca m'a dit, après avoir enregistré, il dit, j'aurais pas pu le chanter 2 fois, je pense. En tout cas, il y a d'autres morceaux sur cet album et on va les évoquer à travers la date de sortie de cet album, le 22 août 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Greg Slap. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Radio, les clés d'une vie, mon invité Greg Slap. Vous avez donc choisi de rendre hommage avec vos harmonicas à Johnny à travers un album qui est sorti le 22 août 2025. Pourquoi d'abord l'idée de faire cet album hommage, Greg Slap? Et ce n'est pas une question pour moi en fait. C'est une nécessité, c'est quelque chose que je porte en moi. Vous savez, ça m'a tellement bouleversé cette expérience, ce moment de vie avec Johnny, ce qu'on a vécu sur scène, son approche de la scène, qu'aujourd'hui, quand je monte sur scène, je ne peux pas ne pas penser à Johnny, à une espèce de responsabilité, à ce côté sacré de la musique, à son respect du public. Donc, c'est devenu mon ADN. Il a fallu ensuite trouver des gens pour vous accompagner. Il a fallu faire un choix. Le choix était évident aussi, parce que l'envie, en fait, de cet hommage, ça vient aussi de la scène, de la vision de la musique par la scène. Et donc, tous les invités... on a partagé la scène. Ça commence toujours avec la scène. C'est le cas de MC Solar, notamment. Justement, MC Solar, vous jouez un morceau avec lui, c'est le Ranchero. Certains m'appellent cowboy, palefrenier ou garçon vaché. Oui, j'aime les grands espaces, ils symbolisent la liberté. Je ne possède qu'un cheval, une paire de bottes, une poêle. J'escorte du bétail et je dors à la belle étoile. Eh oui, le Ranchero, c'est le pénitencier, une des chansons que Johnny a enregistrées pendant son service militaire. Et oui, et c'est l'exemple en fait de la musique, c'est une tradition orale. Donc tout est une question de transmission. Et la musique notamment, ça se transmet de génération en génération depuis la nuit des temps. Cet été, j'ai visité les grottes de Lascaux. J'ai vu les images qui étaient peintes sur les murs. Certainement, à cette époque-là, déjà, il y avait des musiciens, il y avait des gens qui se réunissaient et il y avait de la musique. Et ça a été transmis, voilà, de génération en génération. Et cette mélodie-là, qu'on est comme le pénitencier ici en France, en fait, c'est une mélodie intemporelle. Parce que avant d'être le pénitencier, c'était The House of the Rising Sun. Avec Bob Dylan? Notamment, mais avec les Animals. Ouais. Mais avant d'être The House of the Rising Sun, c'était The Rising Sun Blues. Ouais. Mais avant d'être The Rising Sun Blues, c'était un morceau folklorique, voilà, qui se perd dans la nuit des temps. Donc cette mélodie intemporelle que j'ai l'impression d'avoir connue toujours,
elle a traversé le temps. Elle a été amenée par Johnny en France. Et il a tellement marqué cette mélodie que c'est devenu le pénitencier. Et avec MC Solar, donc nous on apporte une autre vision encore de ce titre. Et cette vision, ça vient aussi de la rencontre que j'ai fait avec MC Solar sur scène. Oui, dans un club de jazz au départ. Oui, je jouais avec mon groupe au Jazz Club Étoile à Paris. MC Solar était dans le public. On se met à jouer un blues. MC Solar nous a rejoints sur scène et il a improvisé des paroles en direct. Et pour moi, moi qui cherche toujours la liberté dans tous les domaines de la vie, et notamment en musique, pour moi, l'improvisation, c'est quelque chose d'essentiel dans la musique. Et quand j'ai vu ça, quand on avait cette connexion avec MC Solar pendant cet instant complètement improvisé, je me suis dit, eh ben voilà, il faut que je l'appelle pour l'album. Et c'est comme ça que c'est né. Alors il y a aussi dans cet album hommage des morceaux que vous interprétez seuls, comme celui-ci qui est un classique de Johnny. Tennessee. Ce qui est extraordinaire, Greg Zapp, c'est que vous accompagnez l'album en direct dans le studio de Sud Radio. C'est tellement facile avec l'harmonica. Je l'ai dans la main. Facile. En fait, cette chanson, bon, on sait que c'est de Michel Berger, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'idée est venue de Michel Berger lorsque Johnny lui a parlé d'un livre qu'il venait de finir, qui était La chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams. Et c'est comme ça que l'idée de faire cette chanson est née. Et puis, il y a aussi dans cet album, parce qu'on en fait un peu le tour, un autre morceau qui est un classique de Johnny. Et ce morceau, vous l'interprétez vous aussi à votre façon. Ces mélodies, d'abord c'est des mélodies, on a l'impression de les connaître toutes. Greg Zapp. Mais oui, en fait, je trouve qu'avec l'harmonica, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que l'harmonica laisse la place, en fait, à la voix de Johnny. Parce que moi, quand je joue, il y a Johnny qui chante dans ma tête. J'ai tellement dans mon souvenir sa voix. Là, on écoutait Requiem pour un fou. Quand je joue, Johnny il chante dans ma tête. Oui, car il a chanté avec vous Requiem sur un fou sur scène. Oui, je l'ai entendu tellement de fois. Et c'est vrai qu'il y a un phénomène incroyable. Vous savez, à la Madeleine, quand on a fait donc le dernier concert, il y avait le micro de Johnny avec sa guitare. Il nous regardait de là-haut. J'étais avec mon harmonica, donc je jouais. Et je me souviens des paroles de Johnny quand il m'avait dit « Greg, tu ne joues pas de l'harmonica, tu chantes avec ton harmonica ». Donc il y avait cette dimension de voix qu'il a remarqué. Et beaucoup de gens me l'ont dit après. Ils me disent mais c'est incroyable parce qu'on
on croyait entendre la voix de Johnny à travers l'harmonica. Et c'est vrai qu'on l'a tellement, dans nos têtes. Et dans ce studio, vous êtes toujours accompagné, à chaque fois que je vous ai reçu, d'une valise dans laquelle il y a une 40aine d'harmonicas. Eh oui, c'est très impressionnant. C'est rare de voir ça. Hein. Oui. Vous ne vous en séparez jamais. Non. C'est un petit peu, enfin, on imagine l'harmoniciste avec un petit harmonica qu'on met dans la poche, ce qui est vrai. Mais lorsqu'on fait un concert ou pour s'adapter aux différents morceaux, il faut avoir une panoplie. Donc moi, j'ai un harmonica. Pour chaque note de musique, en fait, j'ai un harmonica. J'ai un harmonica en do, en ré, en mi, en fa. Et donc, quand je vais jouer un morceau, je vais choisir un chocolat avec un goût particulier. Je vais choisir l'harmonica qui convient. Et un mot de chocolat pour noter sur vos tablettes l'histoire de Requiem pour un fou. C'est Jacques Revaux qui était à l'époque le producteur qui l'a produit et réalisé, parce que Johnny l'a appelé un jour en pleine nuit, il l'a retrouvé dans une boîte de nuit en disant « Viens vite à la maison, je viens mon producteur ». Et à 3h du matin, Johnny a vu arriver Jacques Revaux qui lui a dit et Johnny lui a dit « Je veux travailler avec toi ». Et ça a donné ce succès. Jacques Revaux qui a quand même ensuite composé entre autres Comme d'habitude, qui est devenu My Way. Waouh, d'accord. C'est pas n'importe quoi. Et il y a un côté western spaghetti en même temps dans ces musiques. Ça vous fascine, ces western spaghetti? Ah mais oui, il suffit de... Trois notes d'harmonica et on est transporté. Exactement. On est dans un western. Et les western spaghetti, en fait, c'est un terme inventé par les critiques américains qui étaient furieux que les westerns soient tournés en Italie et pas chez eux. Et pour se venger, ils ont trouvé ce terme qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Et puis, il y a encore un morceau que vous jouez avec quelqu'un qui est incontournable dans l'univers de Johnny, Norbert Rief, c'est L'Envie. Et là aussi, on sent que Johnny est présent avec vous et avec Norbert Rief. Alors, cette chanson, c'est vraiment pour moi, c'est ce qui représente la puissance que vous donne le public sur scène. C'est un morceau improbable, mais improbable. On ne sait même pas ce que c'est comme style. Il y a des envolées lyriques, il y a du métal, il y a de tout. Et surtout, c'est un morceau de bravoure à la guitare. Là, on n'a pas entendu, mais il y a ce passage hallucinant, en fait, de guitare. Et donc, évidemment, j'ai pensé à Nono. Fondateur du groupe Trust, quand même. Voilà, et que j'ai connu avant de connaître Johnny. On avait un groupe de blues ensemble. Donc on a joué, c'était Friendship Blues. Donc on jouait ensemble déjà avant que je rencontre Johnny. Et Nono, qui a très bien connu Johnny, a ce style-là. En pensant à ce morceau, je me suis dit, il faut qu'on les fasse ensemble. Ce morceau, d'ailleurs, au départ, Jean-Jacques Goldman l'avait écrit pour Michel Sardou, qu'il a refusé. Et Johnny, cherchant des chansons, Goldman l'a ressorti de ses tiroirs un peu par hasard, et il a eu bien raison. Alors, il y a cet album, et puis il y a un concert, je crois, au Casino de Paris, le 8 décembre. C'est le point de départ d'autre chose, ça? Oui, alors d'habitude, en fait, on part en tournée, on fait un tour de chauffe, tout ça, et puis au bout d'un certain temps, on arrive à Paris. Et nous, on fait à l'envers, en quelque sorte, c'est-à-dire on commence par une grande date dans ce lieu qui est le Casino de Paris. Et donc, ça sera la première date et un nouveau spectacle donc pour présenter l'album. Voilà. Et ensuite, une tournée. Et je suis sûr qu'avec tous les musiciens, vous allez penser à Johnny, qui vous regarde de là-haut et qui doit vous applaudir, parce que c'est évident que vous lui avez rendu un hommage, mais plus que fraternel. Il y a quelque chose de... Oui, moi, j'ai un sentiment presque filial, en fait. J'ai reçu tellement de bienveillance de la part de Johnny
que je sens toujours ce lien avec lui. En tout cas, il y a tous ces morceaux et beaucoup d'autres dans cet album que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent. Hommage à Johnny par Greg Zlapp. Et puis le 8 décembre, au Casino de Paris, bien sûr, la fête sera au rendez-vous. Merci Greg Zlapp pour cet hommage et puis continuez ainsi à vivre et à faire partager votre passion de l'harmonica. Merci beaucoup. Merci, à bientôt sans doute. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.